Le 4 quarts politique. Shlomo Malka. Le 4 quarts politique de la semaine, l'émission du dimanche matin qui vous aide à décrypter, analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine, France-Olivier Gisbert, éditorialiste au Point et qui vient de publier le 3e tome de son histoire intime de la 5e République qui paraît sous le titre La Belle Époque chez Gallimard. Nathan Devers, CNews, qui vient de rater d'une voix le concours des lycéens. On va essayer de l'encourager. Et Aline Lebaille-Kremer de l'association Stand with Ukraine. On va commencer avec vous, France-Olivier Gisbert. Très heureux de vous recevoir. Bonjour. Alors, nous allons parler de votre livre. On peut dire que c'est un retour sur image. Vous dites des choses que vous ne pouviez pas dire sur le moment et que vous aviez consigné dans votre célèbre petit carnet qui fait trembler pas célèbre, tout parce Paris. Il y en a plein. Vous pouvez passer, c'est des piles énormes de cahiers à spirale. Énormes. On n'a jamais essayé de vous les barboter ? Non, parce que c'est inutilisable par quelqu'un d'autre. C'est absolument utilisable. Mais cette idée, ces livres-là, c'est pas moi qui en ai eu l'idée. Je dois toujours rendre hommage à Rana Lévy, mon éditeur chez Gallimard. Vous savez, l'historien Rana Lévy, il fait aussi l'édition. Et il a eu cette idée. Un jour, il m'a dit, ça a mis un peu de temps avant qu'on se voit, parce que je suis toujours par Mons et par Vaux, et je vis à Marseille. Et il m'a dit, voilà le livre qu'il faudrait que vous fassiez. Et c'est vrai que j'avais beaucoup d'archives, j'avais gardé plein de trucs, mais en fait, dès que j'ouvrais, ça commençait à m'ennuyer. Et lui, il m'a donné un concept finalement très amusant. C'était de raconter ces années-là, et pas me raconter moi-même. Donc, ce sont pas des mémoires, même s'il y a beaucoup d'éléments personnels, mais de les raconter et raconter la vie, et faire sans arrêt un va-et-vient entre ce que je disais, par exemple, ce que je pense aujourd'hui, ce que je pensais hier, ce que pensaient les gens hier, ce qu'ils pensent aujourd'hui, etc. Et voilà. Donc, et pourquoi avoir mis si longtemps à les exploiter ? Parce qu'il fallait que Rana Lévy rentre dans ma vie. Je ne le connaissais pas avant, c'est lui qui a eu cette idée. Il m'a regardé, vous savez, un peu le coup des éditeurs, les yeux dans les yeux, voilà, vous êtes fait pour ça. Et c'est vrai que tout de suite, ça m'a plu. En général, les idées des éditeurs, je passe à côté, ça m'intéresse rarement. Et là, c'est vrai, je me suis dit, mais quelle bonne idée, effectivement, parce que écrire mes mémoires pour expliquer que j'avais eu raison sur tous les sujets, non merci, ça, je laisse ça aux autres. Et en revanche, raconter l'histoire en me racontant un peu, et quitte à me moquer de moi, d'ailleurs, parce que j'aime bien ce genre, voilà. Et donc, je suis, comment dire, vous savez, moi, j'étais journaliste, pas seulement politique, parce que je garde cette image, mais en fait, j'ai fait toutes les formes de journalisme. J'étais grand reporter, correspondant aux États-Unis, spécialiste de certains pays, journaliste économique même, à un moment donné. J'ai même fait des papiers pour les sports. J'ai travaillé, vous voyez, beaucoup de papiers littéraires, etc. Alors, donc, mais je suis perçu comme ça, et j'ai vécu avec eux. Et donc, je les raconte aussi, et je raconte ce qu'ils étaient vraiment, parce que ce qui est important dans le journalisme, vous savez bien, c'est d'être derrière le miroir. Moi, je suis pas du tout sur la ligne pleine. Alors, le journaliste, il faut pas les voir parce que ça salit les mains. Moi, au contraire, je les vois, je veux les voir et les raconter parce que, que ce soit les grands hommes, que ce soit les petits, que ce soit les artistes, etc. Bon, voilà. Donc, ce livre-là, c'est vous êtes dans les coulisses. Écoutez aux portes, racontez aux autres ce qu'on n'a jamais vu, leur expliquer ce qu'on n'a pas compris, immortaliser pour eux l'espace d'un jour, l'éphémère, le superfétatoire, faire connaître de belles personnes, les rencontrer, les confesser et parfois devenir leur ami. Apprendre de nouvelles choses chaque jour que Dieu fait. Ce métier, finalement, j'aurais payé pour le faire, mes capacités d'admiration s'y exercer à plein. Vous avez tant admiré que ça ? Ah oui, beaucoup. Mais pas les politiciens, vous voyez, parce que c'est pas le métier le plus fascinant qui soit. Par exemple, je vais vous dire, je me souviens, j'ai reçu chez moi un jour Alexandre Solzhenitsyn. Oui. J'étais à la fois ému, fasciné. Bon, j'étais très timide quand j'étais petit. J'ai tout fait pour me guérir, donc j'étais pas intimidé. Je peux pas dire ça, mais j'étais littéralement fasciné parce que cet homme est fascinant. C'était un homme de feu, de glace. Enfin, quelqu'un d'absolument extraordinaire avec une incroyable modestie. Alors là, oui, bien sûr, ça
ça me fascinait. Ça m'est arrivé souvent de rencontrer des personnages fascinants. Ou même, par exemple, quelqu'un comme qui paraît être un peu politicien de deuxième zone. Je trouvais Helmut Kohl, le chancelier allemand, était quelqu'un, oui, quand vous passiez 1 heure ou 2 heures avec lui, vous n'aviez pas perdu votre temps. Vous aviez d'ailleurs toutes sortes, ça je dis ça pour Nathan Dever, qui est là, c'est pour un journaliste de télé, c'est beaucoup de punchline, vous voyez, parce qu'il sortait des formules épouvantables. Et vous avez une définition. Impubliable, de temps en temps, on en publiait une, impubliable, qui était juste extraordinaire, parce que l'interview, vous savez, ils font souvent un peu de langue de bois, quoi. Et des trucs sur l'Allemagne, sur les États-Unis, sur la Russie, qui étaient horribles et absolument incroyables. Et vous avez une définition du journalisme, parce qu'il y a des tas de bonnes formules. Celle-là, vous la tenez de Balzac. Le journalisme, alors, c'est une catapulte mise en mouvement par de petites haines. Bah oui, il y a vous savez très bien, il y a de l'aigreur aussi dans le journalisme. C'est pas les bons côtés. Moi, je suis journaliste. Attention, je voulais être écrivain quand j'étais petit. Je crois que je suis un peu devenu. En tout cas, j'ai publié beaucoup de livres. Et je suis devenu journaliste par hasard. Et j'adore ce métier. Ce n'est pas le même métier. Hein, c'est même le contraire. Mais j'adore le journalisme à cause de la définition que vous donniez, la curiosité et puis le fait le fait de partager aussi, parce que vous partagez quand vous êtes écrivain, mais vous partagez beaucoup plus vite et sur des sujets parfois qui passionnent peut-être plus certaines personnes quand vous êtes journaliste. Alors, on va grappiller ici et là, parce qu'il y a beaucoup de pépites dans votre livre. Il y a un chapitre là c'est plus sérieux, chapitre sur Pétain le Grand Retour, où vous revenez sur ce que vous appelez le grand déballage des années 70, avec le film Le Chagrin et la Pitié. Et Simone Veil, vous rappelez que Simone Veil a trouvé que ce film était injuste et partisan, et elle était contre le fait qu'il soit diffusé sur une grande chaîne. Oui, vous pensez aussi que c'est un film injuste et partisan ? Écoutez, moi je l'ai aimé, mais je me souviens très bien d'elle à l'époque. Elle était mais complètement déchaînée contre ce film parce qu'elle disait qu'il donnait une vision fausse de ce qu'avait été l'occupation. Moi je peux dire que j'avais par exemple un grand-père qui était résistant important à Libération Nord dans son secteur, enfin même très important, et lui il supportait pas du tout le fait de refaire les procès parce qu'il disait mais attends, les procès ont été faits. Et je me souviens bien, il m'avait donné entre les mains pourtant c'est un grand résistant et qui même quand il y avait un collabo hein, parce qu'il disait attends, les collabos, il y a collabo et collabo, il y a les collabos qui nous ont aidés. Il parlait à ce moment-là un peu comme Mitterrand, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient gris, hein, c'est-à-dire ils collaboraient, mais enfin heureusement qu'on était là, parce que je me souviens il avait dit ça de quelqu'un qui avait été réputé collabo en Normandie, et il disait attendez, s'il n'avait pas été là je serais mort, hein. Merci, je le remercie tous les matins, hein, c'est grâce à lui je suis encore vivant. Bon, et donc il avait tendance à dire ça, et c'est vrai que je me souviens qu'il m'a offert le livre de Robert Aron sur l'épuration, en me disant mais regarde ce qui s'est passé, c'est pas vrai, on n'a pas mis un mouchoir dessus, il y a eu énormément de nettoyage, etc. Il y a des gens qui sont passés à travers les gouttes, ça c'est sûr, ça on peut s'en occuper, mais d'expliquer que tous les Français étaient collabos, non, même s'il y en avait beaucoup, hein, attendez, on va pas se raconter d'histoire, on sait très bien qu'il y en avait beaucoup, il n'y avait pas juste, hélas, il n'y avait pas que des justes pendant l'occupation, mais je pense qu'il faut aussi rétablir un peu les choses, et cette espèce de procès permanent, qui va d'ailleurs avec la destruction du roman national, avec du récit national, c'est-à-dire le fait que, voilà, la France est un pays colonialiste, raciste, pétainiste, etc. Bon, c'est très bien que c'est pas vrai. Il y a eu des héros, quand même, aussi, dans les années 40. Il y en a peut-être pas eu, on aurait aimé qu'il y en ait plus, ça c'est autre chose. Mais il y en avait quand même, donc voilà. Vous évoquez d'ailleurs aussi l'interview de François Mitterrand à Jean-Pierre Elkabbach en 1994. Oui, il était là, vous savez, la semaine dernière, Elkabbach, et il a parlé des affres qui ont précédé il était terrorisé. Mitterrand à l'époque, oui, bien sûr. Mais non, Mitterrand je parle d'Elkabbach. Mitterrand aussi. Mais Mitterrand aussi. Mitterrand était très malin. Il était effondré après cette émission, d'ailleurs. Alors, vous avez au passage, je grappille, hein, vous avez au passage des notations marrantes sur, par exemple, sur le Métèque, la chanson de Moustaki, où il dit j'irai boire à tes 20 ans, en s'adressant à une jeune fille, et vous dites aujourd'hui c'est une chanson qui serait bannie. Ah oui, bah oui. Enfin...
à l'époque, parce qu'à l'époque, faut se souvenir qu'on était mineur à 20 ans. Aujourd'hui, on ne l'est plus. Donc aujourd'hui, ça passerait. Mais si vous appliquez les critères d'aujourd'hui à l'époque, bah non, elle est mineure, donc prison. Bah oui, aujourd'hui, on est quand même dans un système, voilà. Vous savez bien qu'il y avait une liberté de parole. Un peu trop, d'ailleurs. Quand vous aviez dans le Monde cette espèce de... Vous vous souvenez de cette pétition grotesque à l'initiative de Gabriel Maznev, qui était d'ailleurs collaborateur du Monde à l'époque, et qui fait cette pétition signée par Sartre, Simone de Beauvoir, Philippe Solers, Bernard Kouchner, enfin, tutti quanti, pour dire, voilà, il faut empêcher, parce qu'il y avait des pédophiles, vous savez, qui risquaient la prison, parce qu'ils avaient fait des choses pas tristes, d'ailleurs, du côté de Versailles. Et bon, il y avait une espèce de mouvement en leur faveur, avec couronnement, ça a été cette pétition. C'était une drôle d'époque, quand même. Voyez, alors, Jean-Paul Sartre. J'assume pas, hein, mais il faut le raconter, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à le planquer. Mais non, il faut le dire, c'était comme ça. C'était comme ça. Il y avait beaucoup de liberté, il y avait aussi beaucoup de conneries. Alors, Jean-Paul Sartre, il y a une descente en flamme de Jean-Paul Sartre. C'est vrai qu'il n'a jamais écrit une ligne contre la persécution des Juifs pendant la guerre, mais vous offusquez totalement la question, la publication. L'occupation, attendez, il n'est pas net du tout. Oui, il a remplacé d'ailleurs un professeur juif sans problème. Et puis évidemment, il est devenu résistant, comme beaucoup de Français d'ailleurs, enfin tout ce que je veux dire. Il a écrit un livre admirable qui s'appelle Réflexion sur la question juive. D'accord, c'est bien, je suis d'accord. Il a écrit aussi Les mots, qui est un très beau livre. Vous le dites pas. Oui, non, j'ai dit Les mots, très beau livre. Les Réflexions sur la question juive, je l'ai lu quand j'étais jeune, j'ai trouvé ça, effectivement, c'est un très bon livre. Quand on est juif dans le regard des autres, c'est très très bien. Moi, je suis pas... Bon, en même temps, mauvais dramaturge, on lit... Qui va voir aujourd'hui la putain respectueuse Les Mouches, etc. Non mais sérieusement, toutes ces pièces, mais personne... C'était rasoir déjà quand j'étais gosse, fallait voir ça, on me traînait. Ma mère qui adorait Sartre, prof de philo, elle l'avait connu, donc elle m'emmenait voir ça, mais je dis, mais maman, mais mais ça n'a aucun intérêt. Et ces romans, et puis, je veux dire, alors c'est vrai, il a écrit L'être et le néant, formidable livre, mais enfin bon, c'est une sorte, je veux pas dire que c'est un plagiat, parce que c'est pas vrai, mais c'est un pastiche d'Heidegger, qui avait c'était publié avant, quand même, Heidegger. Non, mais Réflexion sur la question juive, quand même, il salue le retour en France des déportés. Arrêtez, d'accord, mais enfin bon, Shlomo, du calme, là. Alors, vous mettez, là je vais pas me calmer non plus, parce que vous mettez Pierre Mendès France au même rang que Sartre, et là vraiment vous charriez un peu. Non, je mets pas, non, je ne le mets pas du tout au même rang. À un moment donné, c'est vrai que je l'ai exécuté en passant, je l'ai bien connu. Moi j'ai travaillé pour lui, j'étais son nègre. Hein, je n'ai pas été payé d'ailleurs. Ça s'appelait Dialogue avec l'Asie d'aujourd'hui. Bon, et j'étais sa plume, oui, il faut pas dire ça, pardon, vous avez raison aujourd'hui, pardon, oh là là, je vais avoir des ennuis avec les woke. Mais on va faire réagir dans un instant. J'avais écrit ce livre, donc, oui, qu'il a signé, et je l'ai bien connu, j'ai travaillé avec lui, non, je plains tous ceux qui ont travaillé avec lui, mais c'était peut-être un grand bonhomme dans votre esprit et dans l'esprit d'autres personnes. Je vois pas très bien ce qu'il a fait en France, inventé en France. Alors c'est vrai qu'il faisait des bonnes interviews, parce que c'était intéressant, il avait une pensée structurée, comme Sartre. Sartre, d'ailleurs, c'est une pensée structurée. Il faut les tuer tous. Tuer un anticommuniste, c'est un chien, ça veut dire qu'il faut l'abattre. Alors, François-Olivier Gisbert, il y a aussi un chapitre... Non, mais attends, n'oubliez pas, Sartre aussi, l'appel au meurtre, dans la préface, de Frantz Fanon. De Frantz Fanon. Et Frantz Fanon, qui est sur son lit de mort, qui ne sait pas quoi faire, qui se dit, ouais, c'est une grande plume, c'est formidable, j'ai demandé cette préface, je l'ai, mais enfin, quand même, c'est pas tout à fait mon livre, moi, je fais pas des appels à la violence, etc. Bon, puis qui va mourir alors qu'il aurait voulu répondre à cette préface parce qu'il n'était pas il était gêné par cette préface. Vous vous souvenez de ça quand même? Absolument. C'est historique, ça. Il y a des témoins qui se souviennent de ça. Donc, si vous voulez, c'est quand même ça aussi, ça. L'appel au meurtre. Il y a un chapitre sur les intellectuels où alors là, vous videz votre sac, on retrouve notre Olivier Gisbert avec sa plume acérée. J'ai bien connu. J'étais au Nouvel Observateur à l'époque. Et on se demande quand même comment vous avez tenu au Nouvel Observateur pendant quand même quelques années en détestant autant sa rhétorique. Alors d'abord, je détestais pas la rhétorique du Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur était un journal
divers. Il y avait de la diversité, comme on dit, la diversité intellectuelle. Je suis désolé. Moi, j'étais très proche. J'ai toujours été très proche de Jacques Julliard. Tiens, voilà un grand intellectuel. Vous parlez de Sartre. Enfin, c'est un grand intellectuel. C'est vrai que Jacques Julliard, je reconnais qu'il y a un problème avec Julliard, il faut le reconnaître. Il ne s'est jamais trompé et il n'a pas fait d'appel au meurtre comme Sartre. Donc c'est pour ça qu'il fait peut-être un peu moins rêver certains jeunes gens débiles. Mais c'est un grand bonhomme. Bon, j'étais avec Jacques Julliard, j'étais François Furet, grand historien de la Révolution française, un grand bonhomme d'ailleurs. Enfin, tous ces gens, Mena Ozouf, etc., José Talia, Pierre Bénichou. Enfin, on pensait la même chose. Donc vous savez, c'était pas une secte. Aujourd'hui, les journaux ont tendance à devenir des sectes. Ils supportent pas les pensées contraires. Alors, je reconnais qu'au Nouvel Observateur, il y a beaucoup de maoïstes, beaucoup de trotskistes, beaucoup de tarés gauchistes, enfin, etc., d'aboyeurs, de marxistes débiles qui expliquaient qu'on fait pas comme d'omelette sans casser des œufs. C'est pas grave si on tue en Union soviétique, en Chine ou ailleurs. 70 millions de personnes en Chine, d'ailleurs, c'est pas grave. Bon. Mais en même temps, il y avait des sociaux-démocrates, des socialistes modérés, des chamanistes, comme on disait pour désigner les droitiers dont je faisais partie. On disait toujours, toi, tu es chabaniste, ça voulait dire, voilà, mais j'assumais d'ailleurs. Mais voyez, on vivait comme ça, donc c'est pas vrai. Aujourd'hui, les journaux sont souvent des sectes. Regardez Le Monde, et tout le monde doit penser pareil. Hein, ils pensent tous pareil, d'ailleurs, c'est le même article, on a l'impression que c'est la même personne qui fait tout le journal. Même chose, Libération, peut-être il y a un petit peu alors, plus de liberté. Alors, il y a des portraits, on parlait du Nouvel Obs. Aujourd'hui, mais attendez, à l'époque, c'était tout à fait différent. On pensait différent, et il n'y avait pas de gêne, et on s'engueulait pendant les réunions. Et parfois, ça pouvait être très chaud. Alors, il y a un portrait, on parlait du Nouvel Obs, il y a un portrait savoureux de Pierre Bénichou, oui, acteur, chanteur, noctambule, noceur, faiseur, grammairien, hypermnésique, provocateur, écrivain manqué, professionnel de la note de frais. Oui. Mais là, il y a de la concurrence. Oui, il y a de la concurrence et moi, c'est une des personnes, dans les personnes que j'ai rencontrées, justement, c'est un des personnages les plus incroyables et les plus extraordinaires. Vous savez pourquoi ? Parce que Pierre Bénichou était un génie et qui n'en avait rien à foutre. Il le savait. Donc, si vous voulez, en route, dans le taxi, il donnait un coup de bourse au taxi, au chauffeur taxi. Vous devriez faire ça. Mais rien à foutre, il le faisait pas lui-même. Et après, au journal, il donnait un titre de roman à quelqu'un qui cherchait un titre. Après, enfin, c'était comme ça toute la journée. C'était une sorte de festival. Il allait beaucoup plus vite que les autres. Puis alors, le côté hypermnésique, c'est-à-dire brusquement, il commençait à réciter tout un bouquin de sa belle voix gutturale. Et puis, le type certainement le plus drôle, ce que je raconte dans le bouquin, moi j'ai beaucoup dîné avec lui dans sa maison chez Coluche, et Coluche le mettait toujours à sa droite ou à sa gauche, et ouvrait le magnétophone, et s'en servait évidemment après, parce que Bénichou était aussi drôle que Coluche, simplement personne ne le savait, et ils s'en foutaient. Donc je répète, c'était un génie qui distribuait son génie, et qui n'en avait rien à faire. Alors on dit, quand je dis écrivain manqué, c'est d'ailleurs peut-être pas tout à fait le mot, parce qu'il se foutait pas mal d'écrire des romans. Il se foutait pas mal. Vous voyez, il n'était pas dans... Bon, ça faisait partie des gens, je sais, il ne faut pas trop le citer, mais qui pensent, comme Céline, c'est une très belle phrase de Céline, il y en a quelques autres quand même, mais celle-là que j'adore, qui est « Invoquer la postérité, c'est un discours aux asticots ». Et Bénichou incarne bien cet état d'esprit-là, et c'est très beau. Alors, on passe en revue un certain nombre de... C'était un grand bonhomme. On passe en revue un certain nombre de présidents que vous avez fréquentés. Il y a cette formule sur Valéry Giscard d'Estaing, un délicat parfum de savonnette. Il était très propre. Et j'ai pensé à une chose. Il y a des gens très propres, vous savez, Giscard d'Estaing, très propre, Balladur, très propre. Vous auriez pu Macron, très propre aussi. Macron, ça n'aura pas toujours réussi, hein, d'ailleurs. Cette semaine, j'ai dîné, de l'anecdote avec un spécialiste de la langue chinoise qui s'appelle Joël Belhassen, et qui m'a montré une photo, je peux vous la montrer d'ailleurs. Valéry Giscard d'Estaing a appris avec sa méthode le chinois. Et je vous le montre là.
il est devant le livre de Joël Bellassène sur l'apprentissage du chinois. Ah oui, C'était vrai, ça? Non, c'est quelqu'un qui... Il était d'une intelligence supérieure, il n'y a aucun doute là-dessus. C'était de la folie, tellement il était intelligent. C'était dingue. Et je parlais tout à l'heure de Bénichou, parce que j'étais fasciné par l'intelligence de Bénichou, mais voilà, Giscard, j'étais également fasciné pour sa intelligence. Il y a un seul problème, c'est que contrairement à Bénichou, on avait l'impression qu'il venait d'une autre planète. Il n'avait pas très bien compris les humains, et il ne savait pas trop ce que c'était. Et c'était pas le côté aristocratique dont on se manquait. C'était plus quelqu'un, oui, j'avais l'impression. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un poulpe. Vous savez, le poulpe, il a la particularité d'avoir, de ne pas avoir de système nerveux central. C'est pour ça que beaucoup de scientifiques pensent que ça vient d'une autre planète, quoi. Cette bestiole n'a rien à voir avec les autres, rien à voir avec le monde vivant, quoi. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, puisqu'il a des neurones dans les tentacules. C'est incompréhensible. Et puis, il progresse très vite. Heureusement qu'il meurt à 5 ans, parce que sinon, il serait beaucoup plus intelligent que nous, s'il vivait jusqu'à 20 ans, 25, parce qu'il récupère, il apprend, et ça va très vite. Et il y avait ça chez Giscard. C'est-à-dire, il n'était pas humain, il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. D'ailleurs, je raconte ça, mais ça m'est arrivé combien de fois, il faisait des blagues. Personne ne riait. Si on était plusieurs, on se regardait, on fait oui, bon, très bien, parce qu'on est poli, on va pas. Bon. Et il recommençait. Il n'avait pas compris que personne ne riait, il recommençait. Et puis, vous le voyez 3 semaines après, il va ressortir peut-être la même blague ou une autre, des blagues qui font rire personne. Oui. Alors, j'ai beaucoup aimé ce passage où vous aimez ressortir des mots nouveaux du dictionnaire et leur donner une vie nouvelle. Ça, c'est très intéressant chez vous. Il y avait aussi le... Ça fait depuis longtemps, hein, parce que ça dure depuis longtemps. Le livre, par exemple, un de mes premiers romans, c'était, je me souviens, là, il y a longtemps, j'avais dû mettre des mots comme « rarement te voir », qui est un mot que j'adore, qui veut dire se souvenir avec nostalgie. Je mets toujours le mot, très souvent, dès que je le peux, pas dans un livre comme ça. Et vous aimez inventer aussi des citations. Bon, là, vous le faites moins. Je le fais pas. Non, c'est sérieux. Non, je faisais parfois dans les éditoriaux, je reconnais les faux proverbes, notamment, et parfois les fausses citations, mais ça vient de la période où j'étais étudiant. J'espère que mon professeur de droit ne m'écoutera pas, mais j'avais fait, c'était du droit constitutionnel, et je me souviens, j'avais fait j'avais eu 18, ou je sais pas, ou plus que ça, peut-être pas 20, mais enfin, la meilleure note possible, et pour une dissertation, enfin, une espèce de mémoire comme ça, où j'avais fait beaucoup de fausses citations, que j'attribuais un coup à Malraux. Vous savez, il y a des gens qui jouent comme ça, ils ont écrit tellement de choses. Et le prof était impressionné. Non, il mettait à chaque fois des étoiles, où il mettait bravo, etc. C'est plus possible maintenant. Avec Google, c'est absolument impossible. Alors, bon, il y a un très bon style. On sait que vous avez du style, des formules à chaque phrase. C'est très agréable à lire. Et vous terminez on travaille, on travaille. Je sais pas, vous savez ça. Mais respect. Vous terminez sur un j'ai apologue. Pas piqué de blagues, je crois, dans votre livre de blagues, d'ailleurs. Non, ça, c'est mon frère, les blagues. C'est votre frère, pardon. Oui, c'est votre frère. Elles sont très bonnes, d'ailleurs. Alors, vous terminez sur un épilogue provisoire avant d'entrer, dites-vous, dans le toboggan. Le toboggan, c'est maintenant. Ah bah oui, vous n'avez pas remarqué ? Vous sortez pas d'ici, alors. Non, vous sortez pas d'ici. Non, mais vous appelez ça un toboggan, c'est... on est dans le toboggan, bien sûr. Ah, ça, je pense vraiment. Alors, je me tourne vers Nathan Devers, bonjour. Le toboggan, c'est au moment où ça accélère, vous voyez ce que je veux dire ? Le toboggan, c'est au moment où ça accélère. Non, on est au moment du toboggan, vous savez bien. Vous avez longtemps que vous n'avez pas été jeune ou enfant. Ça descend assez vite, et à la fin, vous ne sentez pas, juste avant de tomber à la fin du toboggan, il y a toujours une accélération. Vous n'avez pas remarqué ça ? Non, oui, vous n'avez pas remarqué. C'est possible. Alors je me tourne vers d'abord Nathan Devers. Je signale que vous avez raté le Goncourt pour les lycéens. C'est un prix qui allait si bien à vos liens artificiels que nous avons beaucoup aimé. Oui, les liens artificiels et Ciel et Terre aussi, très beau livre. Il a énormément de talent, Nathan Devers. Vous verrez, on en reparlera. Hein. Voilà. Ouais. Alors, écoutez, on n'a pas fini d'en parler d'ailleurs, parce qu'on en parle. On va continuer à en parler, on va marquer une pause et le 4K revient dans un instant.
Le 4 quarts politique de la semaine avec autour de nos micros François-Olivier Gisbert qui publie un livre qui s'appelle La Belle Époque, histoire intime de la Ve République chez Gallimard. Nous avons avec nous Aline Lebaille-Crémer de l'association Stand with Ukraine. On va parler dans cette seconde partie de l'actualité de la semaine et avec nous Nathan Devers, CNews qui vient de rater d'une voix le concours des lycéens. On en disait du bien. Vous voulez continuer, Franz ? Ah bah, je trouve dans la nouvelle génération, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Il y aura quelques autres aussi, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est en train de s'affirmer. Bon, il rate le concours des lycéens à une voix. Le Renaudot, il avait de fervents supporters jusqu'à la fin, d'ailleurs. Donc, il a une capacité à fanatiser les jurys qui sont quand même souvent beaucoup plus indépendants qu'on le croit. Et voilà, je pense que c'est vraiment la valeur d'avenir. Vous avez bien fait de l'inviter. Ah oui, je le suis depuis longtemps. J'ai pas lu le livre dont vous parliez. C'est son livre, roman précédent, en 2020, je crois qu'il est sorti, non, c'est ça ? Ouais, 2020. Oui, c'est ça. C'était un très très beau livre. Pendant votre dernier été. Voilà, absolument. Ouais. Oui, il y avait peut-être d'ailleurs des petits échos entre les deux livres. Enfin, oui, il y avait des échos. Et justement, moi, parce que quand je vous écoutais raconter cette belle époque, avec à la fois des personnalités peut-être plus importantes, ou en tout cas plus de grandeur humaine, une possibilité pour la grandeur humaine. Quoi. C'est-à-dire, Chirac et Mitterrand avaient beaucoup vécu, si on compare par exemple à Macron. Quoi. Oui, qui n'a pas vécu du tout. Quoi. Des managers ou de technocrates. Et avec cette liberté-là. Et moi, je voulais vous poser une question, c'est que vous avez écrit un roman qui s'appelle Dernier été, qu'il faut vraiment lire parce que c'est un roman qui est on pourrait dire une dystopie, en tout cas un roman d'anticipation et une satire de l'époque qui se passe à Marseille, ville où vous habitez. Et Marseille, c'est une ville qui sera amenée sans doute à être confrontée à tous les problèmes de l'avenir. Le réchauffement climatique en x10, les phénomènes migratoires qui arriveront à Marseille. Et ce que vous décrivez, c'est un univers où ces problèmes-là sont gérés sans aucune liberté. Et où en fait la seule solution pour affronter le réchauffement climatique, pour affronter les phénomènes migratoires, c'est de supprimer comme ça la liberté des citoyens et d'arriver à un modèle chinois. Alors moi la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que face à toutes les crises qu'on va connaître, qui sont des crises souvent scientifiques, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une manière de préserver la liberté tout en les prenant au sérieux et en les affrontant ? Ah oui, je crois, mais c'est la pédagogie. Très important, la pédagogie. Il n'y a pas de pédagogie aujourd'hui. On parle aux Français comme si c'était des débiles. C'est ce qui se fait d'ailleurs dans beaucoup de démocraties. Mais quand vous prenez un discours d'un grand politique, je sais pas, par exemple par rapport, les phrases de Borne, je ne vais pas citer celles d'autres ministres sur comment faire, comment s'habiller par rapport à la charge. Enfin, ils prennent les gens pour des imbéciles. En plus, quand ils font ces discours, il fait très chaud et les gens ne comprennent pas. Et ça, c'est pas pour dire que c'était mieux avant. J'aime pas ça du tout. Mais quand vous avez eu les deux chocs pétroliers, excusez-moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas la crise en Ukraine d'ailleurs, en plus là encore, c'est un mensonge. Si on a des gros problèmes, c'est parce que Macron a décidé, pour complaire aux écolo-gauchistes ou escrolo-gauchistes, je sais pas comment on les appelait, pour leur complaire, et il a décidé de fermer les centrales nucléaires. Et puis d'ailleurs, j'ai appris que la loi était toujours en vigueur d'ailleurs. Bon, il a fait un virage l'an dernier. Bon, mais on sait jamais. Bon, à cause de cet état de fait, vous savez très bien qu'il y a des risques de pénurie aujourd'hui. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que la démocratie, c'est de parler aux gens, d'échanger aussi, d'écouter et de parler, mais de parler vrai. Et enfin, un peu faux peut-être, parce que les politiques, on peut pas attendre des politiques toujours la vérité, mais il faut les amener vers quelque chose. Regardez, moi, ce qui me frappe, des deux chocs pétroliers des années 70, c'était désastreux. C'était bien pire que tout ce qu'on avait aujourd'hui. C'était vraiment bon. Et ces deux chocs pétroliers ont été gérés, bien 73 avec un énorme plan de construction de centrales nucléaires pour régler le problème vite. Et puis en 79, rebolote un nouveau choc pétrolier, deuxième. Et là, vous avez Barre qui est au pouvoir. Vous avez vu la pédagogie qu'il fait sans arrêt, qu'il explique. Voilà, faut pas prendre les gens pour des imbéciles ou leur raconter des carabistouilles comme on entend toute la journée aujourd'hui. C'est à cause de la guerre en Ukraine, on en prend des gens vraiment pour des imbéciles. Je me demande parfois s'ils ne le sont pas d'ailleurs, parce qu'on se dit qu'il devrait y avoir des manifestations contre ces propos idiots sur toute une série de sujets. Je me tourne vers Aline Lebaille-Crémer, qui n'a pas dit un mot jusqu'à présent, mais on va parler avec... Ouais, parce qu'elle défend une très belle cause.
elle défend une très belle cause, et on va en parler, mais vous réagissez le grand toboggan, vous avez le sentiment qu'on y est? Moi, j'ai le sentiment que nos démocraties en Occident sont attaquées comme de façon quasiment inédite, en tout cas dans l'histoire contemporaine depuis la Seconde Guerre mondiale, et que c'est une situation extrêmement grave, extrêmement inquiétante, et que j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut maintenir coûte que coûte l'équilibre des institutions, parce qu'elles sont attaquées comme jamais par des forces qui ont décidé de nous faire la guerre au travers de l'Ukraine également. Donc je pense j'ai comme une forme d'indulgence à beaucoup d'endroits en ce moment parce que on sait, c'est suffisamment documenté, on sait que le but c'est de déstabiliser, le but c'est de détruire, et le but c'est de faire que les institutions, les nôtres, soient les plus fragiles possibles. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut agir. La réponse, c'est l'action. Et puis peut-être aussi le parler vrai et l'action. Les deux. Et moi, je constate ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, on n'agit pas et on parle pas vrai, on ment. Donc, moi, j'aimerais bien avoir au pouvoir des gens qui disent voilà. Oui. L'histoire de Barre, c'est intéressant quand même sur le deuxième choc pétrolier de 1979. Les gens ont quand même pris plein la gueule. Ils expliquaient voilà parce qu'on fait ceci, etc. Et quand Giscard et Barre, enfin Barre n'était pas dans la course, mais enfin c'était son premier ministre. Quand Giscard est battu en 1980. D'un cheveu, de justesse malgré l'affaire des diamants qu'il a très très mal géré, etc. Quand Giscard est battu et qu'il rend les clés à Mitterrand, n'oubliez jamais ça, il n'y a pas d'endettement, il n'y a pratiquement pas de déficit, c'est-à-dire ils ont géré au mieux, la France pouvait repartir, et quand De Gaulle est arrivé au pouvoir et qu'il a fait son plan effrayant de rigueur, le plan RUEF, je ne sais pas si vous avez vu la suite, 6% de croissance, on a une croissance à la chinoise. Non, mais qu'il y ait des erreurs en ce moment, ça fait les choses qui si on reste les bras ballants, je suis désolé de vous dire. Si on reste les bras ballants, non mais on sera dans. Je sais, heureusement d'ailleurs. Oui, mais sur l'Ukraine. Moi, je pense qu'il faut aussi sur la France, il faut pas rester les bras ballants. Il faut pousser. Si on aime ce pays et si on n'est pas justement décliniste en disant de toute façon tout est foutu, il faut se battre, il faut se moquer. Alors c'était le sens effectivement du roman Dernier été. Il faut se moquer et il faut les mettre devant les responsabilités, qu'ils agissent et qu'ils parlent et qu'ils disent les choses. Nathan Devers. C'est extrêmement intéressant comme question, parce que c'est vrai que les discours déclinistes, bon, à titre personnel, moi je m'en méfie énormément. Il y a ce verset dans l'Ecclésiaste qui dit ne dis jamais c'était mieux avant, c'est la phrase la plus bête. Parce que les discours déclinistes, on en observe tout le temps. Et d'ailleurs, dans la vraie belle époque, celle de la fin du 19e, début 20e, qui était le moment où la France était très très grande, il y a eu énormément de discours déclinistes, apocalyptiques chez un certain nombre d'écrivains. Et puis c'est vrai que les discours déclinistes, ils sont souvent instrumentalisés par des régimes qui s'opposent aux démocraties. Mais cette notion de grand toboggan, est-ce que vous décrivez, moi il me semble que c'est pas du tout un discours facile de dire c'est la décadence, c'est le déclin. C'est une observation mécanique, méthodique, méticuleuse d'un certain nombre de choses, de délitement des institutions. De dire par exemple que on est passé d'une époque où ce qu'on attendait d'un homme politique, c'est qu'il soit grand, c'est qu'il soit visionnaire, c'est qu'il soit intellectuel, intelligent, c'est qu'il pense à long terme, à une époque aujourd'hui où ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse du management, c'est c'est pas ce qu'on attend de lui, je pense pas, justement. C'est ce qu'il fait. Mais oui, hélas, c'est ce qu'il fait. Mais en tout cas, ce que les institutions attendent de lui, c'est qu'il fasse du management, c'est qu'il soit interchangeable, c'est qu'il ait pas une vision de son ministère, etc. Ça, à mon avis, c'est quelque chose d'observable, d'objectif. Et c'est pas une question de décadence, c'est vraiment une régression, là. À l'échelle du monde, je pense qu'on est à ce stade, et vous avez raison, il faut se moquer, il faut agir, il faut pousser. Ça, c'est certain, c'est pas moi, certainement pas moi qui vais dire le contraire. Néanmoins, quand on prend une cartographie du monde en termes d'institutions qui tiennent un minimum la route avec tous les défauts et tous les efforts qu'il y a sûrement encore à faire et peut-être des gens qui n'ont pas dit la vérité au bon moment, ça c'est certain. Mais par rapport au reste de la planète, je finis, je pense qu'on n'est pas si mal loti que ça à l'échelle du monde. Bien sûr qu'on est mieux. C'est ça que je voulais souligner. On est mieux loti que beaucoup d'autres pays, mais je vous signale quand même qu'on régresse tout le temps. C'est-à-dire que moi, je suis pas décliniste, parce que je suis avec la même position que Nathan ou que vous, je suis pas du tout décliniste, mais quand on regarde les chiffres, on est effrayé, quoi. Regardez le déficit du commerce extérieur. On sera à 150 milliards cette année. Mais c'est du délire, et personne n'en parle, et tout le monde s'en fout. Vous avez jamais vu une explication par exemple, par un président ou par un Premier ministre. De toute façon, un Premier ministre, on n'entend jamais, on a l'impression que c'est toujours aux abris. Mais vous n'avez pas
explication. Et c'est ça qu'il faut changer. Ces gens-là doivent agir et doivent parler. Voilà, c'est tout. C'est parce que si on veut que ce pays continue à se développer, rester ce qu'il est, il faut reprendre tout en main. Et pas attendre d'être se retrouver sur le cul au bout du toboggan. L'actualité de la semaine a été dominée par la répression en Iran et le geste courageux de sportifs iraniens au Qatar. Ça vous réconcilie un peu avec la Coupe du Monde, Franz ? Moi, j'ai jamais été fâché avec la Coupe du Monde. Je trouve ça pas bien d'avoir fait ça au Qatar, mais ça m'empêche pas de regarder les matchs. Et en même temps, je trouve que le Qatar est un régime abominable. Et j'ai pas compris du tout la position de Macron je veux pas m'acharner sur lui, mais quand il dit qu'il faut pas politiser le sport, non mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Non, moi oui, bien sûr. Je veux pas dire bravo le Qatar, vive le Qatar. Non, regardons Al Jazeera ou leur truc là ici en France, Beansport, etc. Bon, ils envahissent ce pays, c'est très bien, ils nous apportent de l'argent, mais enfin, ne soyons pas dupes et n'applaudissons pas à tout. Cela étant, ça m'empêche pas. Moi, c'est vrai que les matchs de foot, je reconnais que je les regarde pas, mais je suis pas footeux au départ, je suis rugby, mais j'adore les écouter à la radio. Ce que j'ai fait, j'ai adoré ce match et les buts de Giroud, tout ça, c'était absolument extraordinaire. J'ai dû crier aussi, comme beaucoup d'entre nous. J'ai éprouvé le même plaisir. Mais c'est quoi ça ? On va pas regarder, on va boycotter la Coupe du Monde, mais je boycotte pas. Mais je vais la regarder. Mais en même temps, j'aime bien, par exemple, j'ai beaucoup de. Mais je vais vous dire, j'ai pleuré quand j'ai vu les champions, enfin les footballeurs iraniens. Mais vous vous rendez compte ? Il y en a déjà un d'ailleurs qui est en tôle, qui a été arrêté avec des accusations non comme un bras, etc. Enfin, ils n'en ont pas fini. Et puis quand ils sont rentrés, ils savaient ce qu'ils allaient, quels seraient les problèmes. Donc oui, c'est tout à fait. De toute façon, ce qui se passe en Iran est absolument admirable. Ces gens-là sont admirables. Les femmes, les hommes, et les hommes aussi, mais les femmes. Nathan, Devers. Alors pour moi, la question du boycott se pose pas, enfin dans mon cas, parce que je regarde pas la Coupe du Monde de manière générale, enfin le foot quoi. Donc je ne me suis pas posé la question et je veux pas. Ça valait le coup. Le dernier match avec la France, ça valait le coup quand même. Oui, c'est vrai. Mais moi, ça me permet si de on ne pas aime le répondre foot, si tout à fait vrai. confortablement. Mais je pense que la question qui se pose quand même, c'est que quand vous avez des États comme ça répressifs, atroces, iniques, qui respectent pas les droits humains, qu'est-ce que vous faites pour les faire aller dans la meilleure direction ? Évidemment que je trouve qu'il y a des initiatives à faire, des choses qui vont créer des liens avec d'autres pays, qui vont donner de l'espoir à la société civile, et qui vont avoir peut-être 10, 20 ans, 30 ans après une conséquence d'émancipation. Franchement, je ne suis pas sûr du tout que faire une Coupe du Monde, ça contribue comme ça à émanciper la société civile. À mon avis, ça va contribuer à renforcer le régime qui se dit de toutes les manières, à coup de chéquier, tout est réglé. Donc je pense que c'était vraiment ça le vice initial, mais de la décision de faire la Coupe du Monde là-bas. Ensuite, il fallait s'indigner bien avant la veille du lancement, quoi. Aline. J'ai beaucoup de tendresse pour les amis passionnés de foot qui regardent les matchs. J'aime bien regarder les amis qui regardent les matchs. Mais personnellement, le foot... Vous faites raconter le match. Ou regarder, ça m'est arrivé, ça m'amuse. C'est un monde complètement à part. Mais moi, personnellement, ça ne m'a jamais intéressé. J'ai essayé de faire des efforts. Je ne comprends pas. Et je ne comprendrai jamais trop. Enfin, même, c'est une façon de parler parce que je comprends parfaitement. Mais je trouve ça... tragique. Non, mais je trouve ça tragique d'un secteur qui est un secteur qui s'adresse au populaire. Le foot, par excellence, c'est le sport populaire par excellence, d'un secteur qui brasse autant de milliards pour aller vendre très cher des places aux gens les plus pauvres. Je ne comprendrai jamais. C'est une position. Il y en a qui considèrent même que courir après un ballon à 11, c'est un peu absurde quand on pourrait en donner un à chacun. Ah, c'est pas forcément absurde, mais pourquoi autant ? Pourquoi autant d'argent alors qu'il en manque tellement et cruellement à d'autres endroits ? C'est une économie très cynique. Alors, on revient quand même à l'Ukraine parce que, à la guerre en Ukraine, il y a eu un déluge de feu qui est tombé sur Kherson libéré. Poutine est en difficulté avec ses alliés et en particulier avec l'Arménie, cher à votre cœur et aussi au cœur de Franz-Olivier Gisbert. Vous voulez dire un mot, France ? C'était en principe le grand producteur. La Russie devait défendre quoi qu'il arrive. Il y a des traités pour ça. Et visiblement, l'Arménie, dans l'esprit de Poutine, c'est un instrument de marchandage avec la Turquie.
Bon, il a des relations compliquées avec Erdogan, qui est dans la même dinguerie, hein, faut pas oublier. Regardez ce qu'il fait, parce qu'il faut en parler aussi, on parle pas des Kurdes. Mais les Kurdes du Rojava, ils vont se faire massacrer, là. Il y a eu énormément de bombardements aériens, il y a eu énormément d'attaques chimiques également, hein, sur le Rojava, 2 millions d'habitants, au nord de la Syrie. Ces gens qui sont battus contre l'État islamique, qui ont réglé le problème, qui ont été, nos combattants, hein, ils ont fait la guerre par procuration, on l'a faite un peu, mais de toute façon, eux, vraiment, qui ont résolu le problème de l'État islamique, dont Erdogan, qui est soi-disant notre allié, était complice. Bon, il est en train de... Bon. Et l'Arménie, c'est la deuxième étape, parce que l'Arménie, c'est vrai qu'il y a l'idée de faire ce grand corridor qui remonte jusqu'à l'Azerbaïdjan pour unir les deux pays, et ce qui isolerait totalement l'Arménie de l'Iran. Et comme vous le savez, l'Iran, c'est le seul voisin avec lequel l'Arménie arrive à échanger, discuter, c'est le poumon. Sinon, elle est totalement isolée dans un univers hostile, avec l'Azerbaïdjan, et même la Géorgie, parce que pour des raisons historiques, etc. Et puis la Turquie, bien entendu. Donc, il y a ça, et puis troisièmement, la Grèce, qui risque aussi, donc vous voyez, on est cerné de toutes parts. Vous avez raison quand vous disiez qu'on était cerné de toutes parts, parce que les ennemis sont partout. On parle toujours de Poutine, qui est l'ennemi actuel, mais il y a le prochain, qui est Erdogan. Quand un chef d'État dit « souvenez-vous de Smyrne », hein, vous voyez ce que ça veut dire? Smyrne, pardon, c'est Imzir, il parlait en turc. Imzir, c'est Smyrne, c'est 1922, l'incendie et l'espèce de pogrom géant de Grecs, chrétiens et d'Arméniens. De chrétiens d'ailleurs en général et d'Arméniens. Bon, et quand il dit ça, ça veut dire voilà, c'est ce qui va vous arriver. Mais d'ailleurs, j'étais en Grèce il y a quelques temps, il y a une pression très forte. On sent qu'ils sont inquiets. Ça peut venir à tout moment. Ce ne sera pas forcément les petites îles qui sont sur la côte turque. Aline. Je voulais aussi, puisque nous sommes sur Radio J, tout de même préciser, parce que c'est passé vraiment sous les radars. Il y a le monsieur, non, il ne mérite pas le nom de monsieur, cet individu qui s'appelle Prigojine, qui est le chef du groupe Wagner, qui a été qualifié par terroriste par le Parlement européen hier et par l'OTAN. Somme toute, pas à l'unanimité, hein, il y a eu quand même des voix... Non, mais à la majorité, oui, les institutions fonctionnent heureusement de la sorte. Il faut regarder les voix RN et LFI peut-être. Absolument. Exactement. Voilà, à la rubrique j'attaque les institutions. Oui. Jusque-là, elles tiennent et elles ont demandé à ce que ces individus soient considérés comme terroristes. Il a réagi à l'attentat qui a été perpétré en Israël via une espèce de canal public sur Telegram qui s'appelle Canal Zone, qui, pour ceux qui suivent H24 7/7 depuis, j'allais dire 9 mois, mais en fait depuis 20 ans. Il a commenté et il appelle Israël d'une drôle de façon, j'ai envie de dire, une formation territoriale temporaire. Il a salué... Ah bon. Il a salué finalement les terroristes en expliquant que de toute façon l'État d'Israël commettait suffisamment de crimes internationaux depuis des décennies. Et je dis ça aussi parce que je pense qu'on arrive à un moment dans l'histoire où... Il va vraiment falloir choisir son camp, de quel côté on est, c'est-à-dire aussi, là, il y a la démocratie, il y a les libertés d'expression, il y a les luttes contre le côté obscur de la force, dont l'antisémitisme et la survie d'Israël fait partie. Parce que on parlait des amis de Poutine, l'Iran en fait partie. Ami de Poutine, voilà. Et quand je parle de bloc qui nous attaque, qui veut nous déstabiliser, qui nous veut absolument pas que du bien, c'est la Russie et l'Iran, la Corée du Nord et la Syrie. Donc, les petites musiques sur les plateaux, sur comment peut-être que oui, en fait, Zelensky aurait tort parce que finalement, il a peut-être provoqué que quand même on embête un peu trop à la Russie. Très honnêtement, je pense qu'à un moment donné de l'histoire, chacun est responsable de ce qu'il aura dit, de ce qu'il aura fait et qu'il y aura des traces à un moment donné parce que ces gens-là finiront forcément devant la justice. Ces gens-là sont des collabos. Hein, on a des collabos en France, bien sûr. Merci. Nathan Devers. Oui, je suis d'accord avec vous. Et alors, juste sur la question d'Israël, ça, c'est vraiment un sujet qui me met un peu mal à l'aise, parce que je comprends la logique des gouvernements israéliens depuis le début de la guerre, d'estimer qu'il y a la fameuse question de la Syrie, du rapport complexe avec la Russie, et qu'ils sont dans une nécessité de se protéger. Et ça, je comprends parfaitement. Mais ce qui me semble très dangereux, c'est qu'à partir du moment
où ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'au début de la guerre en Ukraine, il y a eu du côté des Ukrainiens une vraie identification à Israël de la guerre des 6 jours, et qu'il y avait un appel à la non-neutralité d'Israël. Et je pense que c'est vraiment extrêmement dangereux. Il faudrait aussi parler des relations avec Bolsonaro. Je m'adressais pas à Israël. Trump. Oui, non, bien sûr. Mais quand on voit le comportement entre guillemets réaliste et entre guillemets de survie d'Israël, il faut quand même voir quel est le prix de ce calcul, et à mon avis à long terme ça peut être extrêmement dangereux que soit de s'allier avec des gouvernements très comme Bolsonaro, comme Trump, soit même d'avoir une forme de tempérance dans une situation comme la guerre en Ukraine, parce qu'en effet Aline le dit, elle a tout à fait raison, dans quelques années on verra très clairement. On va voir, parce qu'il y a un nouveau gouvernement en Israël qui vient, qui est en train de se mettre en place. Tout est enregistré, tout est filmé, il y a des traces partout, ce qu'il n'y avait pas en 40. Pas comme pendant la guerre. On a dû travailler pour retrouver la Gisbert, et ensuite je vous demanderai votre coup de cœur ou votre coup de griffe de la semaine. Oui, j'ai envie de prolonger ce que vient de dire Aline et Nathan. C'est la même chose, mais il faut aussi parler d'Erdogan, parce que Israël est un allié. Moi aussi, j'ai des scrupules à le dire comme ça, mais Israël est un allié un peu historique de la Turquie, et ça continue avec Erdogan. Et Israël. Il joue un peu avec ça, parce qu'il vient de rétablir les relations avec eux. Israël a quand même armé l'Azerbaïdjan, et puis la Turquie dans la guerre récente de l'Artsakh avec l'Arménie, et puis il y a peut-être une autre guerre qui se prépare demain, et je pense que là c'est vraiment un sujet que les Israéliens doivent traiter. Alors moi je mettrai pas Trump dans la boucle, parce que Trump c'est pas Bolsonaro, et puis même de toute façon même Bolsonaro ça reste, même si ce personnage est infâme, ça reste une démocratie. Le Brésil est resté une démocratie, il a été battu, il s'est retiré, même s'il a dit que les autres avaient triché, mais enfin ce que font toujours plus ou moins les perdants, ça n'est pas plus grave que ça. Quant à Trump, il a énormément de défauts, je l'ai énormément critiqué, mais il a quand même sur Israël, il a été courageux. Il a pris des risques, et puis même d'une certaine manière, il a gagné, il s'est passé des choses pendant cette époque. Donc moi je ne le mettrai pas tout à fait dans le même sac que les deux personnages les plus hideux que nous ayons en ce moment, qui sont effectivement nos ennemis, et qui sont... Qui nous ont déclaré officiellement la guerre sur la place rouge au début d'année. Effectivement, ils l'ont dit. Il y a Poutine et il y a aussi Erdogan. N'oubliez jamais, c'est les mêmes. Et les ayatollahs, pour venir. Et les ayatollahs, oui, mais je les mettrais plutôt en troisième, parce qu'ils sont quand même dans une situation... c'est eux qui envoient des drones quand même en Ukraine. Oui, bien sûr. C'est eux qui tuent des civils en Ukraine. Non, mais ils sont dans une position de plus en plus compliquée. Alors, nous terminons par un tour de table sur votre coup de cœur ou votre coup de griffe. Je sais que votre coup de cœur, c'est pas François-Olivier Gisbert, c'est pas la corrida où pour et contre s'affrontent, surtout autour de la proposition de loi déposée par Aymeric Caron. Je comptais qu'on en parle, mais on arrive au terme de l'émission, donc très rapidement. Coup de cœur, coup de griffe. Aline. Coup de cœur, je vais faire pour une fois un peu d'autopromo, une campagne que Stand With Ukraine mène en ce moment pour récolter via les communes de France, mise en contact par nos soins avec les communes ukrainiennes, et aider à accompagner des générateurs. Voilà, les communes françaises achètent les générateurs, on s'occupe de les déployer, on s'occupe de tout, de la douane, du transport, et de les amener là où il faut, là où il y a besoin, parce qu'il y a cruellement besoin. Il commence à faire -10 en Ukraine. C'est urgent. De verre. Coup de cœur anachronique, j'ai lu Le désert de l'amour de Mauriac, que j'avais pas lu, et c'est un roman absolument génial sur quelqu'un... on peut pas aller plus loin, il faut simplement donner. Très bien. François-Olivier Gisbert. Les horreurs de l'amour de Jean Dutour. Très très beau livre qui est republié. Puis, avec les liens artificiels de Nathan Dever. Très très bon livre qui a failli avoir le concours des lycéens. Voilà, très beau livre. Alors il y a des lumières pour l'hiver. Le coup de griffe. Personnellement, j'en peux plus de l'hypocrisie de la France insoumise. Et c'est vrai, on l'a vu sur la corrida. On peut pas aller plus loin. Oui, d'accord, on arrête. On arrête. Moi, je voudrais mon coup de cœur. Vincent Payon, biographie de Joseph Salvador, grande figure du judaïsme français un peu ignoré, séparé au bord de l'eau. Et je recevrai Vincent Payon cet après-midi à 16h. Bon dimanche à tous.